Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. La news du jour que je trouve très intéressante, c'est José Aldo qui va faire son premier combat en anglaise, donc en pro. Pour rappel, José Aldo s'entraîne avec la Marine, du coup, donc l'équipe de la marine brésilienne à Rio de Janeiro. Donc il va faire ses débuts, je vous donne la date immédiatement, le 10 février, dans la salle apparemment où la Novia Union s'entraînerait, se préparerait. C'est là où il y a le shooto. Donc j'ai vu, je n'étais pas au courant qu'ils utilisaient cette structure, donc du coup pour faire leurs événements. Mais voilà, donc c'est là où, où l'événement aura lieu. Alors, il faut savoir que José Aldo est toujours sous contrat avec l'UFC, mais Dana White lui a promis qu'il pourrait évoluer dans n'importe quelle discipline du moment que ce n'est pas du MMA. Donc ça c'est plutôt intéressant et j'espère en tout cas qu'ils vont pas essayer de lui mettre des barres. Après il va pas faire un pay-per-view, à mon avis il va pas faire des millions de dollars, mais bon c'est toujours intéressant. On sait que ça fait un petit moment que José Aldo met l'accent vraiment sur la boxe anglaise et du coup ça fait plaisir de voir un tel champion continuer à s'entraîner. J'espère qu'il ne va pas faire le combat de trop, mais quelques combats d'exhibition, ça pourrait être vraiment pas mal. Il y a des mecs qui suggéraient aussi, et ça peut être aussi assez marrant, mais pourquoi pas un combat d'exhibition contre Mayweather, parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur ça, et c'est vrai que José Aldo, bon, alors après il n'a pas du tout le même niveau, mais je pense que ça serait vendeur. Sincèrement, je pense que ça serait réellement vendeur. En tout cas, je sais que Mayweather, bon, il s'arrête pas, il fait que des combats un peu partout. Et donc voilà, je sais pas exactement, en fonction du résultat et de la médiatisation de ce combat, pourquoi pas par la suite. Ensuite, Kyle Sonnen qui proclame Ken Velasquez comme étant le combattant poids lourd le plus terrifiant de l'histoire. Alors, Velasquez, c'est vrai que moi j'ai toujours considéré comme le combattant poids lourd le plus dangereux à son apogée, le plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait un tel niveau en lutte et surtout un tel cardio qu'on n'avait quasiment jamais vu en réalité dans le monde du MMA. Il faut savoir que la menotte d'Agestanaise, en réalité, c'est Ken Velasquez qui l'a popularisé. C'est pas Rabib. Et d'ailleurs, Rabib a commencé à la pratiquer réellement après son passage à l'AK. Et je crois d'ailleurs que c'était, je sais plus c'est qui, si c'était pas euh, c'est pas Sazurov, c'est l'autre, je sais plus, le 66 kilos. Zaibura, je crois, qu'avait dit que il avait vu sur Velasquez en fait tous cette façon de contrôler. Et en fait, Velasquez était très très fort en single leg et il avait très très gros contrôle au sol. Et surtout, il avait ce cardio qui le caractérisait qu'on ne voyait pas du coup dans la catégorie reine. Et moi, je l'ai toujours trouvé très technique en boxe. Maintenant, le plus terrifiant, je ne dirais pas ça, parce que je me rappelle, moi, je suis la génération de Fedor, et Fedor, il avait une aura d'invincibilité, on n'avait jamais vu ça, quoi. Franchement, on n'avait jamais vu ça. Fedor, quand il rentrait dans la cage, tu te disais, il peut pas perdre. C'est impossible. Tellement il avait cette aura qui était autour de lui, c'était inexplicable, quoi. Après, celui-là qui terrifie, moi, vraiment, c'est Francis. Hein. Francis, pour moi, c'est un peu le Tyson du MMA. Mais effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas l'aura que pouvait avoir Fedor. Parce que Francis, on sait qu'il peut perdre. Voilà, alors que Fedor, nous, pendant 10 ans, on l'a vu, mais maîtriser, martyriser vraiment tout le monde. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant parce qu'il n'avait pas d'émotion. Il rentrait à l'époque du Pride avec son jogging de l'Union soviétique. Mais tu te disais, mais comment tu peux battre ce gars-là? Pas d'émotion, rien, même quand il frappait et tout, son visage il changeait pas. Non, c'était assez terrifiant. Mais bon, voilà, Velasquez, un combattant extrêmement complet. Malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer et revenir après sa blessure. Je rappelle que je crois que son dernier combat, c'est contre Francis d'ailleurs, où il se fait connecter sur un uppercut et qu'en plus de ça, il se blesse au genou. Et il ne reviendra jamais. Par contre, voilà, il a été handicapé. Une ribambelle de blessures. D'ailleurs, c'est à cause de lui que Dana White a appelé le Javier Mendes, donc le propriétaire de l'AK, en lui disant où tu changes ta méthode d'entraînement, où je ne prends plus aucune personne qui s'entraîne à l'AK parce qu'il avait eu Rabib qui était blessé, Cormier qui était blessé et Ken Velasquez qui était blessé. Donc c'était vraiment la catastrophe. Et d'ailleurs, dans un podcast, il a avoué que les mecs allaient trop fort, que c'était devenu un peu n'importe quoi dans sa salle d'entraînement. Et donc, du coup, il a dû tout réformer, et du coup, changer sa vision un peu de méthode d'entraînement. Donc, ça, voilà. Justin Poirier qui réagit aussi à Dana White. Hein.
suite, vous savez, à son altercation et du coup, la frappe, la gifle qu'il a mis à sa femme, à sa compagne. Et du coup, voilà, il dit que personne doit taper une femme. Et comme je vous dis, mais voilà, maintenant, il commence à avoir des associations aux États-Unis. Je ne sais pas du tout ce que ça va être la suite pour lui, mais je sais que là-bas, ça rigole pas du tout, quoi. C'est-à-dire que si vraiment vous avez des associations qui ont du pouvoir et du réseau, vous pouvez vous retrouver en très grande difficulté, même si vous êtes vraiment en place, même si vous avez un apport financier assez conséquent comme lui. Sachez qu'il y a des personnes beaucoup plus influentes que lui qui ont été mis à mal par ces organisations. Et là, ils sont sur lui, tout simplement. Et donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour lui. Daniel Cormier qui maintenant a une relation plutôt amicale avec Jake Paul et qui dit que Jake Paul va combattre effectivement en MMA, que c'est pas que pour faire parler de lui, qu'effectivement il est sûr qu'il peut peut-être même performer. Alors il dit pas de devenir champion de l'UFC ou champion du PFL, parce que vous avez vu que ça va être des combats un peu particuliers, c'est des super fights, spécialement pour le pay-per-view. Et du coup, voilà, il dit qu'effectivement il est sûr qu'il va tenir son engagement et qu'il va évoluer dans cette organisation. Alors j'ai pas mal de personnes qui me disent oui mais qu'est-ce qu'il apporte et tout, mais les gens, en fait lui, Jake Paul ou son frère, ils n'ont pas besoin de la boxe ni du MMA. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont réussi avec Internet. Et eux, c'est un projet parmi tant d'autres. Ils auraient fait du skate ou du surf, je vous dis franchement, ils auraient quand même gagné de l'argent. Alors, peut-être moins, bien entendu, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les voir se faire frapper, ou perdre, du moins. C'est ce que d'ailleurs Mayweather, il faut savoir qu'il disait que la moitié des personnes souhaitaient le voir gagner, mais l'autre moitié souhaitait le voir perdre. Donc tous les gros vendeurs de pay-per-view, effectivement, ils sont en même temps idolâtrés, mais en même temps détestés. Et du coup, eux, ils dérogent pas à la règle. Donc en fait, voilà. Mais ils n'ont pas besoin de nos disciplines pour être connus et gagner de l'argent. Je vous dis, ils font des pranks, ils font des machins, ils font des millions de vues, ils font des placements de produits, ils font tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, voilà, c'est des véritables influenceurs. Et beaucoup de youtubeurs, d'ailleurs, se sont inspirés un peu de leur façon de travailler, etc. Après, nous, on ne sait pas faire ce qu'ils font, c'est sûr. Mais voilà, sachez que voilà, c'est de là que vient en fait leur source de revenus. Alors après, maintenant, peut-être qu'ils sont diversifiés, effectivement, apparemment, ils ont des sociétés de production, je ne sais pas trop quoi, mais un peu comme tous les youtubeurs. Mais voilà, sachez qu'eux, ils n'ont pas besoin de ce sport, et que par contre, ils leur donnent une certaine visibilité. Et surtout que je pense que le PFL, aujourd'hui, les amis, regardez le nombre de sites qui n'avaient rien à voir avec le MMA, mais qui partagent du coup le nom de cette organisation. Mais du coup, ça leur donne vraiment un gros coup de pub et ça les fait reconnaître, mais parmi des gens peut-être qui ne connaissaient même pas l'existence de cet événement. Donc moi, je pense que c'est positif pour eux, en tout cas. Parce que venir contrecarrer l'UFC, c'est assez difficile, c'est assez complexe. Et malgré le fait que le PFL, je pense qu'en termes de niveau, c'est très 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 relevé. Moi, je pense que c'est la troisième plus grosse organisation au monde. Moi, je mets UFC, Bellator, et après PFL, et après en termes de revenus, je pense que le PFL est derrière l'UFC. Parce que je rappelle que dans chaque catégorie, il y a un mec qui prend 1 million chaque année. Et ça, il n'y a aucun événement, je pense. Je vois pas qui, à part l'UFC, peut le faire, peut le proposer. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à demain.